Et bonjour à toi. Alors aujourd'hui, on revient sur un sujet qui concerne le patois, le savoyard, l'arpitan ou le franco-provençal. Avec moi, de toute façon, vous l'appelez comme vous voulez. On va aborder la question de son statut actuel et on va d'abord commencer par cette première question. Est-ce qu'il s'agit d'une langue vivante ou d'une langue morte? Alors le terme langue morte, il revient assez souvent. Là, je vais pas forcément rentrer dans les détails de la définition, je m'excuse, mais c'est un terme qui a déjà été utilisé par plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer dans le milieu, qui l'ont employé pour parler du savoyard. Le terme langue morte, ça renvoie souvent à l'idée, pour la plupart des gens, que c'est une langue déjà qui est ancrée dans le passé, que c'est une langue qui n'a plus de nouveaux mots, c'est souvent les termes qui sont employés, et qui n'a plus forcément d'actualité. Et même en dehors du milieu arpitanophone, du milieu sapodiophone, c'est toujours un élément de surprise important quand moi, qui suis dans ma vingtaine, j'explique à des gens que je travaille sur ce qu'ils appellent du coup le patois, et qui me répondent mais ça a complètement disparu ces choses-là, j'en ai jamais... Je sais que ça existe mais je l'ai jamais entendu parler, enfin ce genre de commentaires quoi. Et assez vite, souvent, le terme de langue morte arrive sur la table. Bon, ça c'est quand une personne non arpitanophone considère effectivement le patois comme une langue, parce que très souvent, c'est pas le cas malheureusement, mais le terme de langue morte arrive. Et je vais le dire tout de suite, pour moi, le patois, il est très très loin d'être mort, tout comme peu importe quelle itération vous utilisez, peu importe quelle dénomination vous allez utiliser, l'arpitan, le franco-provençal, le savoyard ne sont absolument pas morts. Alors, j'annonce directement la couleur de cette vidéo, de toute façon vous avez vu le titre. Pour moi, le patois est aujourd'hui devenu une langue à caractère mémoriel. Voilà, c'est-à-dire que il y a eu un processus de patrimonialisation de la langue qui s'est opéré surtout au cours du XXe siècle, mais qui a commencé au XIXe siècle. Et l'arpitan, ou le patois, continue à évoluer encore aujourd'hui, ce qui est bien une preuve en fait de sa vivacité. Mais on est dans une forme de vivacité particulière. La langue a reçu un statut particulier dans le monde social contemporain. Et aujourd'hui, on est dans une période qui pour moi est un petit peu une période charnière pour l'évolution de la langue. Et je parle pas en tant que genre juste cette année ou il y a 2 ou 3 ans, je parle sur les 30 dernières années et probablement les quelques dizaines d'années qui arrivent encore devant nous. Moi je pense qu'on a affaire en fait à un nouveau changement dans la façon dont la langue se pratique aujourd'hui. Et dans cette période de transition, nous avons donc plusieurs visions de la langue et plusieurs pratiques de la langue qui se mettent actuellement à cohabiter les unes entre les autres. Et on va le dire clairement, on a affaire à un vivier sociologique assez intéressant. Et je suis pas le seul à le penser parce que on a déjà eu plusieurs études qui ont été menées durant la décennie 2010 sur ces questions-là, par plusieurs chercheurs, par plusieurs sociolinguistes, et on va un petit peu se pencher là-dessus. Donc la vidéo d'aujourd'hui va s'attarder sur quelques sources, je vais aussi vous transmettre quelques expériences personnelles, quelques retours personnels sur mon expérience en fait, et je vais m'épancher un petit peu de temps en temps sur mon avis, on va dire, sur la situation, qu'est-ce qui est à faire ou à ne pas faire, et comment maintenir, on va dire, une position paisible et mais toujours productive dans cet environnement. Voilà. Alors, commençons par parler d'une première chose, c'est ce qu'il se passe au XIXe siècle et ce qui va continuer à se produire tout au long du XXe siècle, c'est ce que moi j'appellerais tout simplement le trauma de la modernité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans
beaucoup de témoignages écrits, les monographies qui vont s'attarder sur la collecte, alors déjà du vocabulaire, mais aussi de la grammaire, etc., de tous les différents patois, vont très souvent avoir des introductions très très intéressantes à lire. Moi c'est un petit peu ma petite passion, hein, je vous avoue. Je trouve ça même parfois plus intéressant qu'un roman, hein, parce qu'on a affaire à des intellectuels de petite envergure sociale du 19e siècle, à qui on peut facilement s'identifier, qui vont parler de eux, leurs problèmes, comment ils ont grandi, leur village, etc. Et comment aujourd'hui ils ressentent les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs je préfère lire ça à des romans. Je vous propose de commencer par un petit intellectuel du coup qui s'appelait Villefranche, qui venait de la commune de Couzon, donc juste à côté de Lyon, et qui a écrit fin du 19e une monographie sur la grammaire du patois de Couzon. Donc, dans cet ouvrage de 1891, intitulé Essai de grammaire du patois lyonnais, par J.M. Villefranche, cet auteur nous écrit dans sa préface, et je vais vous en lire seulement un passage assez court, parce que sa préface est assez longue d'ailleurs. « Notre Saône, sillonnée de tant de bateaux avant les chemins de fer qui maintenant, des deux côtés de son cours, l'emprisonnent et l'étouffent, nos pauvres collines, si riches de leurs vignobles avant le phylloxéra, nos pauvres carrières de Couzon, de Saint-Cyr, de Saint-Fortuna, si animées elles aussi avant la concurrence des pierres du Dauphiné et du Bugey, tout cet ensemble dont j'ai connu la vive gaieté et que je retrouve presque morne, a beau se décolorer, s'appauvrir, se dépeupler, c'est le pays natal, c'est-à-dire pour moi le plus beau pays du monde. Plus j'en ai vu d'autres, plus j'ai trouvé qu'il n'y a que celui-ci. J'y reviens toujours, comme le lièvre traqué, épuisé par ses courses. J'y voudrais mourir au gîte. Et ce qui me rend plus cher encore, c'est qu'il semble vieillir avec moi. Le soleil, l'air, l'abondance des eaux sont toujours les mêmes. Mais comme le reste a changé. J'aperçois les jeunes gens sourire, n'insistons pas. Peut-être vivrai-je encore assez pour revoir nos coteaux couverts de pampres, peut-être, c'est moins probable, quelque nouvelle révolution industrielle ranimera la batellerie, les carrières et l'industrie du tissage de soie. Autre source de richesse qui se tarit également et que, bien à tort, j'allais oublier. Il est des choses qui meurent et ressuscitent. Mais il en est qui ne vivent qu'une fois. Je demande à photographier in extremis une de ces choses qui vont mourir, et mourir pour toujours. La semaine dernière, par une forte gelée, gravissait la montée de l'Écoran à Couzon-sur-Saône. Je m'étonnais de n'y plus entendre les cris de joie des écoliers et écolières affairés à recouler. Je regrettais presque de n'avoir plus à me garer des gus, caravanes de traîneaux, lancés à toute volée sur les pentes glissantes. Les voisins adultes, auxquels je fis part de ma surprise, se félicitèrent unanimement de ce qui m'inspirait des regrets incompris. Ils ne se souvenaient donc pas d'avoir été jeunes. Les enfants, de leur côté, paraissaient trouver la neige froide, la glace dure et les croques ou bosses au front douloureuses. Est-ce que nous doutions de cela, à leur âge, en l'an de grâce 1840 ou environ? Mais ce qui me frappa le plus, le voici. En arrivant en haut de l'Écoran, devant la croix datée de 1640 et enchâssée depuis peu dans le mur, je m'arrêtai à contempler un groupe de marmots, nos successeurs, ou plutôt nos continuateurs, dans le tapage que nous faisions jadis, mes contemporains et moi, à cette même place. Comme nous-mêmes, il y a près de 50 ans,
Ces marmots jouaient, riaient, s'appelaient, se tiraient, se poussaient, se culbutaient. Rien de changé, sauf un point. Tous se disaient, entre eux, en bon français de l'école. Pas un mot en patois. Notre vieux patois, le seul et unique idiome qui me fut familier jusqu'à l'âge de 10 ans, le seul encore aujourd'hui que ma mémoire garde sans aucun effort, tandis qu'elle a tant de mal à retrouver et à ne pas oublier l'une dans l'autre les 8 ou 10 langues dont j'ai péniblement encombré depuis. Notre pauvre patois va donc s'éteindre et disparaître. Enfant, j'entendais parler patois, et presque uniquement patois, de tous les côtés autour de Lyon. À Cuire, à Caluire, à Bron, à Sathonay, à Miribel, et à Neuville, à Anse, et à Trévoux, à Villefranche, et à Montmerle, et jusque dans Vèze, et dans la Croix-Rousse, non encore englobée par la grande ville. Homme mûr, j'ai vu dans toutes les localités le français entrer en partage avec le patois. Ensuite le dominer peu à peu et les conduire dédaigneusement comme on fait d'un importun, d'un paysan demi-sauvage ou d'un parent mal éduqué qui ne vous fait pas honneur. J'ai vu mourir la dernière personne de Couzon qui ne connut pas également les deux idiomes et qui ne s'exprima qu'en patois. Mes enfants, peut-être, et certainement mes petits-enfants, survivront à la dernière qui aura parlé encore autre chose que le français. Avant 50 ans, le patois aura vécu. Bon, fin de citation. Alors comme vous pouvez le voir, Villefranche, c'est une préface qui est assez chargée émotionnellement, hein, voilà, c'est du vécu, c'est la sensation d'un vieux monsieur qui rentre chez lui et tout a changé. Et comme s'accorde à le dire beaucoup d'historiens, au 19e siècle, on a affaire à des sentiments assez violents, hein, parce que pour rappel, 1840 pendant son enfance et 1890 durant sa vieillesse, quand il va commencer à rédiger sur ces choses-là, on voit qu'il y a déjà un rapport à l'enfance qui est très fort, et ce genre de choses, je vous le dis parce qu'on le retrouve énormément dans beaucoup d'autres témoignages, dans beaucoup d'autres introductions à des grammaires, à des monographies, à des vocabulaires, à des glossaires, etc. On a des témoignages qui se rapportent très souvent à l'enfance, à la disparition de la langue, à ce changement en fait dans la population qui arrête de parler au quotidien le patois. Donc cet avantage avec Villefranche, c'est qu'il est assez bavard, qu'il écrit assez bien, et vous le verrez si jamais vous allez voir cette grammaire, je vous mets évidemment le lien en description. Il a aussi une vision du monde assez particulière, mais je ne l'aborderai pas ici parce que ça traite de questions aussi politiques, donc le rapport entre la politique, le patois, la vision du monde, etc., son conservatisme. Je partage pas forcément ses positions, mais ce sera le sujet justement pour une autre vidéo. Mais donc ce qui est important ici, ça va être la dénomination de langue morte, ou de langue qui se meurt, la mort de la langue. En fait, pour moi, c'est complètement un discours sur la langue qui ne définit pas réellement ce statut-là. En effet, on a affaire, que ce soit d'un côté dans le monde des patoisans ou de l'autre dans le monde des non-patoisans, du coup des Français, hein, excusez-moi du terme, qui vont définir que ça y est, on acte la mort de cette langue. D'accord, c'est bien, mais pour reprendre une expression d'un linguiste qui s'appelle Patrick Sériaux, les langues ne sont pas des choses, d'accord ? Le statut de langue morte, en fait, c'est un statut social qui est attribué par une population à une langue. Et je vais même prendre l'exemple de la langue morte par excellence, le latin. Pour moi, cette dénomination, même pour le latin, c'est pas si sûr que ça. Il reste encore aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent latin, mais le latin est, parlé d'une certaine façon,
Et puis même de ce point de vue-là, je ne vois pas en quoi le latin est mort. Souvent, donc comme je disais, la vision qu'on a de façon populaire de la langue morte, la définition populaire qu'on en a, le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux mots. En fait, si, il y a encore des nouveaux mots en latin, régulièrement, ne serait-ce que déjà dans le domaine scientifique, où elle est très utilisée, où on va recréer des nouvelles dénominations dans la taxonomie pour parler de nouveaux animaux qui ont été découverts, de nouvelles plantes, de nouvelles espèces, pour parler, je sais pas, d'un nouveau dinosaure qui a été découvert il y a quelque temps. On va à chaque fois utiliser le latin, donc en fait on va créer un néologisme en latin, il y a un nouveau mot en latin, et puis même concernant la vie contemporaine, les latinistes ne se sont pas privés de créer des nouveaux mots pour la voiture, pour le téléphone, etc. Et puis, je ne suis pas un fin connaisseur, mais pour le latin, il y a, de ce que je sais, plusieurs façons de l'apprendre. Il y a la façon française et américaine, classique, où en fait, on fait uniquement une version, hein, on lit un texte latin, et il faut le transcrire en français. On ne produit jamais de texte en latin. Mais je sais que chez les Allemands et dans le monde des latinistes, il y a aussi une vision de la langue qui dit il y a un moment, il faut savoir parler latin, quoi. Faut être capable de tenir une conversation en latin. Donc de ce point de vue-là, du point de vue conversationnel, il y a encore des gens qui font vivre le latin en tant presque que langue vivante, en fait. Voilà, mais c'est spécifique à un domaine particulier, et du coup, ça dépend aussi de la volonté des personnes qui parlent latin de l'étendre à la société en général, voilà. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de se remettre à parler latin aujourd'hui dans la rue, etc. Mais il y en a, vous regardez tout simplement des vidéos YouTube, hein, il y a tout un tas de vidéastes qui parlent latin dans la rue, qui font ce genre de décalage, un petit peu humoristique, c'est un petit peu anachronique, ça fait rire, etc. Bon, d'accord. Et pour le patois, du coup, ça dépend toujours vraiment du discours que vont tenir les gens. Est-ce que les gens vont considérer que c'est une langue morte ou non? Et aujourd'hui, plus qu'avant, il y a toute une nouvelle génération qui se met à considérer que l'arpitan, très souvent c'est le terme qui est employé, que l'arpitan doit être une langue vivante et non pas une langue morte. Donc là, en fait, on se retrouve dans une situation où on a affaire uniquement à un métadiscours, en fait, hein, un discours sur la langue et son statut. Ce qui est également passionnant chez Villefranche, c'est qu'en fait, ce discours-là, donc, qui chez lui est assez bien écrit, va être reproduit en partie chez énormément de linguistes, et en particulier chez les gens qui font des témoignages, qui sont des linguistes issus du monde patoisant à l'origine, ou tout simplement des patoisans qui écrivent sur leur patois sans avoir de compétences linguistiques acquises au travers des universités, et qui vont très souvent utiliser ce même discours. J'ai par exemple là entre les mains, juste devant moi, un livre que j'aime beaucoup, hein, qui date de 2020 et qui s'appelle Les mots d'autrefois à Mako, par Lina Coudray-Vivegro. Donc c'est un dictionnaire en fait, hein, qui a aussi une petite partie grammaire à la fin, et qui a été édité et du moins aidé à l'édition par la Société d'Histoire et d'Archéologie d'Em et le Centre de la Culture Savoyarde à Conflans. Donc là, enfin vraiment, au niveau du titre du livre, les mots d'autrefois. Voilà, il y a vraiment ce tropisme qui est de dire que le patois, c'était avant, quoi. Le patois, c'était avant. Et par les patoisans eux-mêmes, aussi bien que par les francophones qui ne parlent que le français. Le patois, c'est vraiment cet aspect d'une langue qui n'appartient pas à la modernité. Mais à titre personnel, ce discours me fatigue. Parce que c'est un discours, comme je le disais, qu'on voit se répéter tout le temps. Là, ce livre, il est sorti en 2020. Villefranche, il écrit en
1890, j'ai plus la date en tête, pardon, on retrouve des ouvrages tous les ouvrages qui traitent cette question-là se rapportent tout le temps au fait que faut pas que la langue elle meure, la langue est en train de mourir, patati patata. Et ça fait depuis quand en fait qu'on dit ça, que la langue est en train de mourir, que la langue est morte, ou que la langue se meurt, etc. Et que c'est l'autre fois. Non, parce que Lina Coudray-Vivegro, elle est pas contemporaine de Villefranche, hein. Lina Coudray-Vivegro, certes, elle est décédée il y a maintenant quelques années, hein, peu de temps après la parution de cet ouvrage, malheureusement. Elle a abattu un travail qui est vraiment formidable, hein, je remets pas du tout ça en cause, mais Villefranche est morte, qu'elle n'était même pas née. Et pourtant, elle adopte un discours similaire à celui de Villefranche. Alors, certes, il y en aura qui me diront que Villefranche habitait à Lyon et que le patois a disparu là-bas beaucoup plus tôt qu'au fin fond de la Tarentaise. Mais même si on va en Tarentaise, avant Villefranche, dans les années 1870, vous avez par exemple l'abbé Germain Pont, qui écrit aussi un livre notamment sur le Terratsu, donc le Terratsu qui est une forme du patois particulière, on aura l'occasion d'y revenir, et dans cette introduction, il parle aussi de la mort de la langue, etc., ses pratiques, le patois qui n'arrive plus à se reproduire de génération en génération, et il se met à écrire sur ce sujet-là. On est même là, avant Villefranche, en 1870. Et le début vraiment des études linguistiques sur la question arpitane, franco-provençale, avant même que le terme franco-provençal n'apparaisse, ça démarre il y a environ 200 ans, en Suisse, dans les années 1830. Et déjà à ce moment-là, on a ce discours-là. Et depuis 1830, la langue se meurt. Et depuis 1830, on fait des collectes. On est dans l'éternelle collecte, etc. Alors, c'est quand même quelque chose de formidable, et je dis pas ça avec ironie, parce que on a une des langues qui a servi à la fondation de la dialectologie contemporaine, voilà. Le franco-provençal a eu une importance prépondérante comme objet d'étude pour la création de la dialectologie contemporaine. Il y a d'autres foyers qui vont aussi servir à la conception de cette dialectologie. Ça va être aussi le cas chez les Scandinaves avec le norvégien. On va aussi en avoir en Europe de l'Est. Mais en tout cas, la dialectologie moderne sur les langues romanes, on va avoir les Suisses qui vont être prépondérants là-dedans. Et le franco-provençal, étant donné que c'est littéralement en dehors des quelques villes suisses du 19e siècle, bah en fait on fait 30 km et puis on va dans les villages et on commence à avoir des objets d'études populaires, etc. sur qu'est-ce que c'est la langue, ou plutôt les langues, parce qu'on a le français et le franco-provençal à côté. Et si bien qu'aujourd'hui, on a des dictionnaires et des outils qui nous permettent de quadriller la langue d'une façon réellement formidable. Je veux dire, quand par exemple, moi de mon côté, j'étudie l'occitan, si jamais j'ouvre par exemple les ouvrages de Mistral, ces ouvrages sont assez peu précis sur la provenance des mots et des formes grammaticales. Mistral va diviser ça en différents dialectes, mais les zones dialectales sont très larges. On va avoir la zone maritime, c'est littéralement toute la côte provençale, presque juste avant Nice, quoi. Voilà, et jusqu'à la Camargue. Donc c'est quand même très très large. On va avoir la zone rhodanienne, bon c'est tout le Rhône, quoi, jusqu'à la frontière avec Lyon. On va avoir le Vivaro-alpin, pareil, c'est énorme, quoi. Et là, on n'a pas un quadrillage aussi précis qui s'est ancré dans la pratique de la langue, dans le monde occitan. Et encore aujourd'hui, on tend plutôt à avoir une uniformisation des modes de communication. On a des dialectes qui sont devenus beaucoup plus prépondérants que d'autres, comme le dialecte rhodanien, le dialecte maritime, le dialecte languedocien.
qui prennent quand même beaucoup de place. On a des dialectes secondaires comme le gascon qui maintient aussi une place assez importante. Et puis on a des dialectes qui sont un petit peu les grands oubliés de tout ce processus, comme par exemple tout ce qui se passe du côté auvergnat, tout ce qui se passe aussi du côté vivaro-alpin, bien qu'on ait des sources, hein, mais on n'a pas une dynamique très très forte, et surtout on n'a pas un apprentissage poussé de ces dialectes-là. Donc non, pour l'arpitan, en fait, on a vraiment un quadrillage qui se fait commune par commune. On peut faire de la... Enfin, c'est vraiment le paradis pour tous ceux qui sont passionnés de micro-dialectologie, quoi. Et la langue est vraiment très loin d'être morte, parce que maintenant, ça y est, elle a été notée. Ça a été noté, on a les formes. Alors certes, il y a toujours des choses à faire, etc. Je dis pas qu'il faut arrêter les collectes, bien au contraire, il faut les continuer. Mais ces collectes ont été faites, ont été admirablement déjà menées, on peut faire ce constat, hein. Et aujourd'hui, on a quand même un matériel linguistique qui est juste, mais complètement dingue, quoi. C'est juste formidable tout ce qu'on a. Il y a un moment, on peut quand même se réjouir de quelque chose, quoi. On a des dictionnaires énormes. Mais bon, il s'agit pas juste d'avoir des gros dictionnaires, si vous pouvez me le permettre, mais il s'agit aussi de savoir les utiliser, ces gros dictionnaires. Il s'agit aussi de voir comment la langue, elle est utilisée aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est l'actualité aujourd'hui du patois ou de l'arpitan ? Ce que j'entends très souvent quand je parle avec des francophones de ce genre de choses-là, c'est moi, j'ai jamais entendu parler patois de ma vie, quoi. Voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un parler patois dans la rue. En effet, non, vous ne croisez pas des gens qui parlent patois dans la rue, voilà. À part les gens comme moi qui peut-être vont se marrer avec des potes et vont parler occitan ou arpitan avec leurs copains dans la rue quand ils vont au bar, hein, voilà. Il y a des gens comme moi qui font ça. Mais en dehors des gens comme moi, effectivement, la plupart des anciens, ils vont pas parler arpitan, ils vont pas parler patois dans la rue, parce qu'il y a aussi quand même une certaine forme de honte qui s'est instaurée, que moi je constate, hein, chez les populations plus âgées. Faut pas oublier qu'on a affaire à des gens qui sont passés par l'éducation nationale des années 50, hein, qui était quand même beaucoup plus dure, qui était aussi assez traumatisante d'un point de vue culturel, il y avait des punitions si jamais des mots de patois étaient employés au milieu du français. C'est même pas que le patois était utilisé dans une phrase complète, hein, mais que simplement il y a un mot de patois qui puisse surgir au milieu. Une des punitions classiques, donc ça on le retrouve de partout en France dans l'éducation nationale, c'est de prendre un sabot ou un objet, quoi, de le donner au premier élève de la journée qui a fait l'erreur d'utiliser un mot patois à la place d'un mot français, de lui donner ce sabot, et dans la journée il doit trouver un autre élève qui a fait une erreur et a utilisé un mot en patois. Et à la fin de la journée, le dernier élève qui a reçu le sabot reçoit une punition. Voilà, pour lui apprendre qu'il ne faut pas parler patois, etc. Donc là, on a ce genre de processus-là, qui sont en fait des processus assez traumatisants. Puis en plus, on a des gens qui ont vécu à une période où le nationalisme français, très centralisateur, très gaulliste, était assez fort, et qui du coup a mis aussi l'accent sur une certaine forme de modernité, qui a mis et continue à mettre le monde rural et tous ces aspects des cultures non centralisées, hein, des cultures considérées comme non légitimes sur le côté, quoi, voilà, ce sont des sous-cultures, c'est un truc pour les idiots, ce genre de choses-là, voilà. Et au sein du coup de cette modernité en continuation durant le XXe siècle, bah, ça fait que beaucoup des anciens qui parlent encore patois, et on en trouve quand on cherche un petit peu en fait, bah, quand ils le parlent, ça va être déjà dans leur intimité, avec leurs amis, à la maison, voilà, les fenêtres fermées, et sinon ça va être aussi dans des associations patoisantes. Alors en Savoie, on en a tout un tas, on a une fédération aussi, et bah du coup,
voilà, quelle est l'actualité de la langue? C'est déjà une langue d'association aujourd'hui. Sans prendre forcément l'axe qui dirait que c'est une langue vivante ou une langue morte, c'est une langue qui se vit beaucoup au travers des associations et aussi des quelques groupes amicaux qui continuent à parler le patois. En fait, le patois, le savoyard, l'arpitan, le franco-provençal, est passé du statut qu'on a souvent tendance à lui accoler de langue vernaculaire, de langue uniquement orale, au statut d'une langue qui, par l'action de la linguistique, est entrée dans l'écriture, dans les livres, et qui se reproduit encore socialement aujourd'hui au travers des associations. Il y a donc eu changement dans son fonctionnement social. Et le changement aujourd'hui, il est complètement acté. Effectivement, on va plus pouvoir être dans cette vision romanesque du petit paysan qui parle patois et qui sait pas parler le français. Ça n'existe plus. Tous les gens aujourd'hui qui travaillent dans le milieu de l'agriculture ou de l'élevage font des écoles pour ça, ils parlent très bien français, ils ont fait l'éducation nationale comme tout le monde. De temps en temps, ils sont dans les groupes patoisans, mais c'est pas forcément la population la plus représentée. On va avoir effectivement dans les groupes patoisans un certain nombre de personnes âgées, effectivement, mais qui ont eu souvent des parcours assez divers. Un parcours qu'on retrouve assez fréquemment par chez moi, ça va être des gens qui ont grandi dans le village dans leurs plus jeunes années, sont ensuite partis plus loin pour leurs études, dès le secondaire, donc collège, lycée, en internat, aux alentours d'Albertville ou de Chambéry, et qui sont revenus ensuite chez eux plus âgés, qui avaient toujours eu des bonnes sensations d'enfance en fait. Des bons souvenirs d'enfance avec le patois, la vie à la ferme, à la maison, avec les parents, etc. Et qui sont parfois partis même assez longtemps pour le travail après leurs études, assez loin, qui sont revenus la trentaine passée, qui se sont réinstallés dans leur village d'enfance et qui ont constaté qu'effectivement le patois avait disparu ou que plus personne ne le parlait, etc. Et comme le dit Villefranche des centaines d'années avant, la plupart des gens qu'il a côtoyés se félicitaient du fait que le patois avait disparu. Mais lui, il vivait encore dans ses souvenirs d'enfance, le rapport au patois était encore un rapport très ludique, etc. Et un rapport très positif, tout simplement. Et il reprend justement ce patois, il le note, et il dit voilà, on acte la mort de quelque chose, alors que non, en fait, non, le patois n'est pas vivant ni mort, en fait. Le patois est une langue, donc tu la parles ou tu ne la parles pas, voilà. Et à partir du moment où tu es encore capable de t'en souvenir, il y a une pratique de la langue qui est possible, et faut voir dans quel cadre cette pratique est possible. Et on va enchaîner avec la seconde partie. Bon, alors en fait là je suis en train de regarder le timer de mon logiciel qui indique que je suis aux alentours de la demi-heure là. Je pense que on va conclure maintenant et je vais mettre la suite de ce que j'avais à dire dans une vidéo suivante. Je sais pas encore si je la ferai paraître probablement une semaine après celle-ci, comme ça me permettra d'avoir de l'activité sur la chaîne, et on sera tous bien heureux. Donc, pour conclure et finir avec cette partie-là, ce qu'on voit, c'est que la langue, depuis environ 200 ans, les premières études suisses sur la question, en fait, on est entré dans un processus de patrimonialisation et aussi de langue mémorielle pour les différents individus qui l'abordent. Voilà, c'est cette éternelle répétition qu'on va voir. Et aujourd'hui, cette vision, elle est encore très ancrée chez les groupes patoisans et les gens qui disent parler patois. Voilà. Dans la partie suivante, on va aborder le nouveau courant culturel, politique et linguistique qui a émergé aux alentours des années 70 au Val d'Aoste. Comment le terme arpitan est né et comment ça se structure aujourd'hui. Voilà, c'est ce sorte
de différence de pratique entre les groupes qui vont se dire plutôt arpitanophones, les groupes qui vont plutôt dire parler le patois, et pourquoi aujourd'hui il y a bon alors c'est un petit conflit bénin entre ces deux groupes-là, mais il y a un conflit de pratique, on va dire, qui existe. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis arvi à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.